Salut, c'est Clément Viktorovitch et vous regardez Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. You. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Salut Clément, ça va? Ça va très bien, Cyril. Je suis ravi d'être ici, à la place de l'invité, plutôt qu'à celle du chroniqueur. C'est un plaisir et un honneur. Est-ce que tu reconnais le plateau? Est-ce que c'est pas bizarre d'être sur ce plateau avec toutes les lumières éteintes, pas de public, pas d'oreillettes? Pas d'oreillettes, si, ça c'est étrange. On s'y fait très vite, étonnamment. Quant au plateau, je commence à l'appréhender, je commence à en avoir l'habitude, à la fois autour de la table pendant la quotidienne, et puis ici, c'est quand même là où on tourne, viens voir les docteurs. Viens voir les docteurs une fois par mois, et puis tous les soirs, on te retrouve dans la quotidienne Click, où tu remets les points sur les i. La désubjectivation, c'est assez simple. Ça consiste à présenter une opinion personnelle comme une vérité objective. Au fond, on ne dit pas à l'autre « je ne suis pas d'accord avec vous ». On ne lui dit même pas « je pense que vous avez tort », on lui dit « vous avez tort ». En d'autres termes, Éric Zemmour, dans ses extraits, se présente comme le détenteur d'une vérité révélée. Nadine Morano utilise un outil rhétorique qu'on appelle l'implicite. L'implicite, ça a été bien défini par un linguiste français qui s'appelle Oswald Ducrot. Il nous dit « c'est dire quelque chose sans prendre la responsabilité de l'avoir dit, ce qui revient à bénéficier à la fois de l'efficacité de la parole et de l'innocence du silence ». Eh bien, c'est exactement ce que fait Nadine Morano ici. On lui pose une question sur les musulmans. Elle répond sur le terrorisme. C'est évidemment une manière de lier les deux questions, d'associer l'ensemble des musulmans d'une part au terrorisme d'autre part. Mais ça, elle ne le dit jamais clairement et donc on ne peut pas vraiment lui reprocher. La fenêtre d'Overton, c'est un concept qui a été forgé par un lobbyiste américain, Joseph Overton. Ça désigne le spectre du disciple dans l'espace public. Au fond, l'idée de la fenêtre d'Overton, c'est qu'il y a un ensemble d'opinions qu'on peut assumer dans les médias, en public, sans être immédiatement disqualifié. Plus un mot a été montré un grand nombre de fois, plus les gens ont des chances de dire que ce mot a une connotation positive. Pourquoi c'est intéressant? Parce que cette expérience met en évidence un biais cognitif, un piège de la pensée, ce qu'on appelle l'effet de simple exposition. L'idée est simple, plus nous sommes exposés à une idée, une personne, un produit, plus cette idée, cette personne ou ce produit nous apparaît comme familier et donc plus nous lui sommes favorables. Clément, pourquoi c'est important de déconstruire les procédés rhétoriques, notamment ceux des politiques? C'est important parce que la rhétorique, c'est un enjeu de pouvoir. La parole a un pouvoir, le pouvoir de convaincre, le pouvoir d'influencer, le pouvoir d'amener éventuellement des foules, des citoyens, des individus à voter pour soi. Et dans le système politique dans lequel on vit, qui est une démocratie, c'est absolument essentiel, c'est crucial. Au fond, la démocratie, il y a une manière de la définir qui est la manière la plus simple, la plus minimale, certains diraient la plus pessimiste. Ça consiste à dire que la démocratie, c'est le régime dans lequel les citoyens votent à intervalles réguliers pour élire leurs dirigeants. Si on veut être vraiment très pessimiste, on dit que c'est le régime dans lequel on vote à intervalles réguliers pour élire notre tyran. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a dit que dans ce système, les citoyens doivent au minimum, ils doivent être capables de décrypter les discours qui leur sont proposés, les argumentations qui leur sont soumises, afin de voter de manière éclairée, afin de voter de la manière la plus aiguisée, la plus critique possible. Et ça, ça s'apprend. Et l'apprentissage de cela, c'est la rhétorique. Donc, au fond, enseigner la rhétorique, démocratiser ces concepts, pour moi, c'est faire vivre la démocratie. Toi, ton goût à toi pour la rhétorique, il remonte à quand? Mon goût à moi pour la rhétorique, en fait, au-delà de ça, mon goût pour le langage, il est très ancien. Aussi loin que je me souvienne, moi j'ai toujours aimé les mots, j'ai toujours aimé la parole, j'ai toujours aimé jongler avec les phrases. D'où ça vient, je ne sais pas exactement. Ce que je sais, c'est que je viens d'une famille dans laquelle ma mère est passionnée de littérature, mon père c'est un passionné de musique, et quand on y réfléchit, la rhétorique, les mots mis à l'oral, ce sont aussi des mots mis en musique, et donc je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et moi j'ai une mère qui est institutrice dans la tradition républicaine, donc très ancrée dans cette idée que le doute est crucial, qu'il faut tout remettre en question, que rien ne va de soi, et que c'est notre esprit critique qui doit nous amener à savoir si on accepte ou non ce qui nous est proposé. Ce qui a fait de moi, je pense, un gamin assez chiant, y compris dès l'école primaire. Je faisais partie des mômes qui essayent de remettre en question, donc qui râlent un peu, qui critiquent. Et la rhétorique, c'est ça, au fond. La rhétorique, c'est essayer de mettre à distance les discours et les arguments qui nous sont soumis, non pas parce qu'ils seraient tous manipulatoires. Ce qu'on peut croire parfois, et d'ailleurs peut-être qu'on peut croire quand on écoute mes chroniques, je le vois dans certains commentaires, il y a des gens qui disent
mais alors du coup on est tous manipulés, tous les hommes politiques sont manipulateurs. C'est pas exactement ça. C'est que la parole, elle est convaincante, elle est persuasive, elle a un effet. Et donc tous, naturellement, on a besoin de connaître les clés de la rhétorique pour savoir si on veut ou non se laisser convaincre. C'est noble d'accepter de se laisser convaincre. La vraie question, c'est comment fait-on pour être capable de se laisser convaincre avec le plus de critique, avec le plus de jugement, avec le plus de distance. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la rhétorique. Il paraît que toi, à l'âge où les enfants sont plutôt, en tout cas les garçons, c'est un peu genré ce que je dis, mais bon, fan de Zidane ou de motocross, toi, tu étais déjà un peu fan de Robert Badinter, un avocat de gauche, et Simone Veil, une femme politique de droite, c'est vrai? Je sais pas où tu as lu ça. C'est dans Vanity Fair. Ce qui est vrai, c'est que moi, j'ai jamais été très sport. Hein, ça, c'est pas un grand secret. Donc, j'ai jamais été vraiment fan de Zidane, ni hier ni aujourd'hui. En revanche, ouais, c'est vrai que très tôt, moi, je me suis passionné. Alors, Simone Veil et Robert Badinter, c'est venu un peu après. C'est venu plutôt quand j'étais au lycée, et puis après, évidemment, quand j'étais à l'université. Mais par contre, très tôt, moi, je suis tombé dans la littérature. En fait, très tôt, je suis tombé dans la littérature qui continue aujourd'hui de me fasciner, c'est-à-dire d'une part le théâtre et puis d'autre part la littérature de l'imaginaire, la science-fiction, la fantaisie. Et donc, effectivement, à l'heure où d'autres jouaient avec un ballon, moi, je faisais partie des gens qui passaient plutôt leur temps à bouquiner. J'ai cité une femme de droite et un homme de gauche. Qu'est-ce que ça dit de toi? En fait, t'as pas cité une femme de droite et un homme de gauche. T'as cité deux grands orateurs politiques qui ont tous les deux marqué l'histoire législative française. Une femme de droite, Simone Veil, certes, mais qui, avec les voix de la gauche, fait passer la loi pour l'avortement, qui est un grand progrès social et un grand progrès des droits pour les individus, en l'occurrence pour les femmes. Et puis Robert Badinter, un homme de gauche, en effet, mais surtout l'homme qui se sera battu toute sa vie pour faire abolir la peine de mort. Deux grands orateurs parlementaires. Moi, j'ai cette passion-là. Au-delà de la droite et de la gauche, on peut en parler si tu veux, mais c'est des concepts qui sont... C'est intéressant d'en parler, mais pas pour dire je suis de droite, je suis de gauche, pour les déconstruire, parce que je ne suis pas sûr, et c'est le politiste, le docteur en sciences politiques qui parle, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui la droite et la gauche soient encore les concepts les plus pertinents pour décrire notre espace politique. Je pense qu'il faut les interroger. En revanche, Simone Veil et Robert Badinter, c'est deux individus qui ont eu la passion du verbe et la capacité, par leur éloquence, par leur rhétorique, par leur argumentation, de changer la loi et de changer la vie. Ils ont fait l'histoire avec leurs mots. C'est parce que Robert Badinter, longtemps, s'est battu d'abord dans les prétoires, puis à l'Assemblée nationale, qu'en 81, enfin, la peine de mort est abolie. Si tard en France, mais sans Robert Badinter, sans doute que ça aurait été beaucoup plus tard que cela. Et s'il n'avait pas été là, s'il n'avait pas utiliser sa voix pour porter avec autant de force ce combat, qui sait quand on aurait aboli la peine de mort? Sans doute encore plus tard, et sans doute que la France serait encore davantage déshonorée. Parce que c'est un déshonneur d'avoir attendu tant de temps avant de l'abolir. Et Simone Veil, c'est encore plus clair que ça. Au moment où Simone Veil rentre à l'Assemblée nationale pour faire voter la loi sur l'avortement, personne ne sait si la loi sera votée. Et c'est par sa rhétorique, par son éloquence, par la joute parlementaire qu'elle a menée brillamment, qu'elle a réussi à faire cette grande avancée des droits pour toutes les femmes, qui est la légalisation de l'avortement. Et plus récemment, Christiane Taubira qui s'est battue, on se souvient de son combat à l'Assemblée nationale, pour faire voter l'extension du mariage à tous les couples, y compris aux couples de même sexe. Et là aussi, quand le débat parlementaire s'ouvre, il est âpre, il est difficile, et c'est en partie par son argumentation qu'elle a réussi à obtenir cette extension des droits. Et ça, moi, j'en ai la passion. Voilà, des hommes et des femmes que j'admire parce qu'ils montrent qu'on peut, avec ses mots, avec ses arguments, avec sa rhétorique, on peut un petit peu changer les choses. La rhétorique, aujourd'hui, tu l'enseignes sur le plateau de Click tous les soirs et à l'Institut d'études politiques de Paris. À Sciences Po Paris. Sciences Po Paris. Comment toi, tu l'as apprise? Est-ce que ça s'apprend à l'école, la rhétorique? La rhétorique, déjà, je vais répondre à ta question, qui est une excellente question, mais avant... Je l'enseigne, je l'utilise sur le plateau de Click tous les soirs pour essayer de décrypter l'actualité devant le regard des citoyens. Je l'enseigne à Sciences Po Paris, effectivement, dans un très bel établissement où je suis très fier d'enseigner, où j'ai moi-même fait ma thèse, mais où je l'enseigne à des citoyens des jeunes citoyens qui, sociologiquement, sont des privilégiés,
catégories socio-professionnelles de Sciences Po, c'est plutôt des catégories aisées. Je ne l'enseigne pas que là, ce serait irresponsable selon moi de n'enseigner la rhétorique qu'à Sciences Po. Je l'enseigne ailleurs, je l'ai enseigné ailleurs, et notamment aujourd'hui je continue de l'enseigner à Montreuil, où je m'occupe du concours d'éloquence des lycéens de Montreuil. Et ça c'est très important de le dire, parce que pour moi la rhétorique elle ne vaut que si elle est enseignée le plus largement possible. Alors ensuite, comment on fait pour l'acquérir? En France c'est compliqué. Parce que la rhétorique, c'est un parent pauvre de l'université. C'est pas enseigné. C'est très peu étudié, c'est très peu enseigné. C'est étudié et enseigné de manière très théorique. Dans les études littéraires, en sémiologie, c'est-à-dire la science des signes, on s'intéresse bien sûr à la rhétorique et à l'argumentation, mais de manière assez peu pratique, de manière assez peu concrète. Donc comment j'ai fait pour l'acquérir? C'est un mélange de, comme je te le disais tout à l'heure, de goût personnel. Je pense que moi... J'ai toujours aimé les mots et je m'y suis forgé sur le tas, comme beaucoup de monde, progressivement. C'est un mélange de compétences acquises, pour le coup, réellement sur le tas, en pratique, à la fois comme enseignant. C'est très rhétorique, l'enseignement. Moi, j'ai été prof à l'université Villetaneuse, enfin l'université de Villetaneuse, l'université Paris 13, pendant 3 ans. C'est des grands amphis, pas très bien chauffé, pas très bien sonorisé, avec souvent beaucoup moins d'étudiants dans l'amphi qu'il n'y a de place, ce qui est très déstabilisant pour un enseignant. Et c'est des cours qui sont interminables, c'est des cours d'amphi qui durent 3 heures. Bon, mon art oratoire, il s'est beaucoup éprouvé, il s'est beaucoup forgé dans ces amphis, parce que pour tenir les étudiants pendant 3 heures, on ne peut pas se contenter de s'asseoir, de sortir ses notes, et puis de les lire sur une voix monotone. Ou si on fait ça, au bout de 2 cours, on a 2 étudiants dans l'amphi. Donc si on veut réussir à capter l'attention, puis à transmettre un petit peu de la science politique, il faut faire un travail de showman, hein, c'est un show, un tel cours. Donc je l'ai acquise comme ça, un peu sur le tas. Et je l'ai acquise aussi, moi j'ai été assistant parlementaire au début de ma thèse. Donc en fait, étonnamment, moi j'ai rédigé des discours. J'étais l'assistant du sénateur de Mayotte. Qui était un sénateur modem, mais en fait, il n'était pas tant modem que ça. Pour lui, les partis politiques, c'était pas très important. Lui, ce qu'il avait à cœur, c'était de défendre Mayotte, de défendre son île. Et donc, j'ai passé 1 an à écrire des discours pour défendre Mayotte et le rattrapage de Mayotte. Et donc là aussi, j'ai éprouvé ma plume. Et puis ensuite, j'ai passé des années, pendant ma thèse, à travailler la rhétorique de manière plus théorique, à acquérir tout le squelette conceptuel pour mettre mes compétences en ordre. Et donc ça, c'est beaucoup de temps de lecture pour aller lire à la fois les anciens, Aristote, Cicéron, et puis aussi lire ce qu'on a écrit récemment sur la rhétorique. Donc c'est beaucoup de temps en bibliothèque à lire, et ensuite beaucoup de temps de réflexion, à réfléchir sur comment le transmettre. Et ensuite... En fait, c'est 10 ans d'enseignement. Moi, ça fait 10 ans que j'enseigne la rhétorique à Sciences Po. Et il y a un dicton qui court dans les couloirs de l'université, c'est que la meilleure manière d'apprendre une discipline, c'est de l'enseigner. Et c'est vrai que... c'est hyper rassurant. c'est parfois un peu vrai. Et en ce qui me concerne, pour la rhétorique, ça a été très vrai. C'est-à-dire que c'est 10 ans, année après année, à réfléchir sur comment améliorer mon atelier, comment faire en sorte de rendre les compétences plus claires. C'est aussi un apprentissage, moi, en pratique. C'est-à-dire que j'ai beaucoup appris en regardant mes étudiants, en analysant ce qu'ils faisaient. Et voilà comment on en arrive là où je suis aujourd'hui, avec une compétence sur la rhétorique qui, je crois, est une compétence très pratique, au fond. Il y a les mots, et puis il y a la musique. Ouais. Tu disais tout à l'heure que ton père était musicien. On ne bosse pas très loin l'un de l'autre au bureau. Et avant la quotidienne, je te vois réciter ou répéter ta chronique, et tu la déclames, tu la chantes presque. Comment tu mets en musique tes mots, toi? C'est une excellente question à laquelle il y a presque pas de réponse. Parce qu'en fait, là, tu viens... Donc ta question m'invite à parler, à réfléchir sur la musicalité du discours. Et c'est là où la technique s'efface devant l'artistique. La rhétorique, c'est l'art de convaincre. Et la rhétorique utilise une autre compétence qui est l'éloquence, l'art oratoire, qui est l'art de bien parler. C'est 2 choses différentes. On peut bien parler sans avoir aucune volonté de convaincre. Quand on fait un spectacle de théâtre qui veut juste faire rire, par exemple. On peut chercher à convaincre, mais à l'écrit. Quand François Mitterrand, en 88, envoie une lettre à tous les Français pour les convaincre de voter pour lui, c'est de la rhétorique. D'une certaine manière, quand on envoie aujourd'hui une lettre de motivation, on fait de la rhétorique écrite. Si je veux tirer le trait, tirer le fil, une conversation Tinder, c'est de la rhétorique écrite. Donc la rhétorique, elle n'est pas nécessairement orale. Mais réfléchir sur l'oralité, c'est le moment où, comme je te le disais, la technique s'efface devant l'artistique. C'est-à-dire que l'art oratoire, c'est un art dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que tout art s'adosse à une technique.
Et l'art oratoire, ça s'apprend. On peut apprendre à bien parler. Justement, si tu donnais 3 conseils, 3 points précis à quelqu'un qui n'est pas bon à l'oral et qui veut le devenir. Alors, je te réponds dans un instant. Je finis ma phrase avant. D'accord. Mais je te réponds, c'est une très bonne question. Ça me permet de réfléchir à comment je vais répondre. Tu fais le politique, là. Tu Ouais, je fais reprends un la peu question avant je fais un peu le de politique. répondre. Si je devais m'auto-décrypter, je dirais que je gagne du temps parce qu'on sait que derrière, on utilise. Bon. Mais d'abord, parce que c'est intéressant, c'est qu'au-delà de la technique d'art oratoire qui peut s'acquérir, il y a toute une dimension mystérieuse. Et c'est cette dimension mystérieuse qui fait qu'un orateur, on va le trouver magnifique, brillant, virtuose, qu'on va se laisser bercer par sa voix, et qu'un autre, au contraire, il va nous déplaire. C'est exactement ce qui fait qu'on va aimer un chanteur et en détester un autre. C'est ce qui fait qu'un chanteur va être magnifique et qu'un autre va simplement être technique. On touche à une dimension mystérieuse qui est la dimension artistique de l'art oratoire. Et donc, comment on fait pour travailler la musicalité de son discours? Je ne sais pas te répondre. On l'a dans l'oreille. Et ensuite, sur la technique de l'art oratoire, il y a les quelques grands conseils qu'on donne toujours, mais qui sont assez simples. En fait, ça se passe quand même beaucoup dans le corps. C'est un travail de la verticalité, et c'est intéressant parce que c'est un travail qu'en fait les musiciens connaissent bien, parce que la posture de l'orateur, c'est une posture qui est très proche de celle du violoniste ou du chanteur, ou de l'acteur de théâtre d'ailleurs. Donc il y a quelque chose qui est dans le corps, qui est dans la verticalité du corps, dans une forme de détente et de décontraction, alliée malgré tout à une grande verticalité, une grande stabilité. Donc ça, c'est peut-être la première chose. La deuxième, en fait, c'est tout un paradoxe, c'est que la grande force de l'orateur, c'est son silence. Vraiment, la première chose à apprendre, c'est à se taire quand on prend la parole en public, et c'est à utiliser le silence pour rythmer notre parole, pour créer un peu de suspense, pour donner de la gravité, jouer sur des effets. Là, il y a quelque chose là aussi de très mystérieux, parce que si tu me posais la question comment je sais qu'un silence il a duré assez longtemps, je te dirais, j'en sais rien, il faut le sentir. Le troisième conseil, je dirais que c'est d'être très à l'écoute des auditeurs qu'on a en face de soi, à l'écoute du contexte. Il n'y a pas de bonne prise de parole en public. Il n'y a que des bonnes prises de parole au bon endroit. Et être un bon orateur, c'est avant tout savoir s'adapter au lieu dans lequel on parle, à l'espace qui est autour de nous, à nos auditeurs, à qui ils sont, où ils sont placés. Si tu me parlais tout à l'heure de Robert Badinter à l'Assemblée nationale, tout le monde, donc, qui est un art oratoire virtuose, avec des crescendo, avec des fortissimo, il crie, il a un langage corporel qui est extrêmement ample. Bon, nul doute qu'il est brillant. Tu mettrais le même Robert Badinter dans un dîner de famille, mais tout le monde se demanderait s'il n'est pas un peu psychotique en se disant mais qu'est-ce qu'il a celui-là à faire des grands mots, à hurler et à faire des gestes. Ce serait totalement inapproprié. Donc vraiment, ces 3 conseils-là, d'une part, travailler son maintien corporel, d'autre part, conquérir le silence et puis être à l'écoute du contexte, c'est déjà peut-être les 3 premiers grands secrets d'un orateur. Est-ce que c'est ces 3 conseils-là que tu as toi-même mis en pratique quand tu t'es retrouvé sur le plateau de Pascal Praud? Est-ce que le silence, ça marche chez Pascal Praud? Paradoxalement, oui. Paradoxalement, oui. En fait, le plateau de Pascal Praud, c'est un dîner de famille animé. Mais il a lui-même conçu son émission comme cela. C'est une réunion particulièrement musclée, ou un plateau télé spécifiquement ou particulièrement enlevé. Tout ça, c'est un peu la même chose. Et figure-toi que le silence, ça marche très bien. C'est-à-dire que dans ces arènes rhétoriques, et les dîners de famille, je pense que c'est un bon exemple, que tout le monde verra de quoi je parle, dans ces arènes rhétoriques qui sont saturées de paroles, où pour le coup, il n'y a pas une seconde de silence, parce que le moment où on cesse de parler, on craint de se faire voler la parole par notre voisin, réussir à faire résonner ne serait-ce qu'une demi-seconde de silence, c'est déjà créer un effet de contraste qui va conférer à notre parole une solennité, une force, une gravité incroyable. Et en l'occurrence, sur un plateau télé, réussir à prendre la parole en disant mais attendez, j'aimerais sur ce point-là dire une chose. Ce qu'il faut savoir, ce silence-là, si tu l'as, tu as déjà gagné. Donc paradoxalement, oui, réussir à manier le silence sur un plateau comme ça, c'est justement être un brillant orateur. Toi, tu n'es pas polémiste, tu es enseignant et tu es chercheur. Mm-hmm. C'est quoi la place des chercheurs aujourd'hui à la télévision française? C'est une place qui, selon moi, et j'essaye de le dire modestement, c'est une place qui n'est pas assez visible. Moi, je crois que les chercheurs ont un apport fondamental
à faire valoir dans le débat public. Parce que précisément, ils ne sont pas polémistes, parce qu'ils ne parlent pas au fil de l'eau de sujets qu'ils ne connaissent pas, parce que leur job, leur travail, c'est de créer des connaissances établies. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent est vrai. Ça veut dire que ça a été élaboré avec une méthodologie éprouvée, que ça a été soumis au regard de leurs pairs, validé par une partie de leurs pairs, une partie de la communauté scientifique. Donc c'est un savoir qui a été forgé, éprouvé à l'épreuve du feu universitaire. Encore une fois, c'est pas vrai. En revanche, c'est rigoureux. Et cette parole, selon moi, elle manque désespérément. Et c'est pour ça qu'on a créé, mais ensemble d'ailleurs, hein, Viens voir les docteurs, qu'on essaye de replacer cette parole au cœur du débat public, où elle manque cruellement. Et pourquoi manque-t-elle cruellement ? Je crois que c'est en partie de la faute des médias. Et je jette la pierre à personne, parce que moi-même, j'ai fait partie, tu le rappelais à l'instant, je fais partie d'une rédaction d'une chaîne d'infos en continu. J'ai vu à quel point le temps et les moyens manquent. Et parce qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures de débat à occuper, parce qu'il y a des dizaines d'invités à caler. Et caler un chercheur, c'est difficile. Il faut identifier le spécialiste, il faut l'inviter. Souvent, en fait, il n'est pas dispo, donc il faut en trouver un autre qui va vous dire je veux bien venir, mais je veux parler que d'un sujet. On lui répond c'est dommage, dans mon émission, il y en a 3. Oui, mais je ne veux pas parler des 2 autres. Comment on fait ? Est-ce qu'on va mettre un invité sur un siège qui va refuser de parler pendant les 2 tiers du débat ? Toi comme moi, on sait bien que sur un plateau de télévision, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment compliqué d'inviter les chercheurs. Je crois aussi, et là aussi, je le dis le plus modestement possible, je crois aussi qu'il y a un travail à faire du côté des universitaires. Les universitaires ont un art oratoire qui est très adapté au contexte dans lequel ils parlent, c'est-à-dire des amphithéâtres, des colloques, où ça fonctionne bien, mais c'est une parole qui souvent s'étire sur un temps très long, qui a besoin d'être extrêmement précise, et qui donc a besoin de formats qui sont des formats très longs, justement, très larges. Et ça, malheureusement, sur une chaîne d'infos, sur un plateau de quotidienne, c'est plus compliqué. Et je crois, moi, qu'il y a aussi un travail à faire du côté des universitaires pour se former à la rhétorique, pour se former à l'art oratoire, au media training, pour acquérir les codes de l'exercice et venir, avec les codes de l'exercice, porter une parole dans le débat public qui soit une parole différente. Donc je pense qu'à la fois dans les médias et à la fois dans les universités, il y a un travail à faire pour que les chercheurs retrouvent une place dans le débat public qui, pour moi, est une place essentielle. Donc tu as dit, il y a Viens voir les docteurs tous les mois sur Click. Tout à fait. On demande toujours à quelqu'un qui prend une émission, qui serait sa Catherine Deneuve, l'invité rêvé. Toi, de qui tu rêves sur le plateau de Viens voir les docteurs ? Je rêve déjà d'un homme, à qui moi je rêve de donner la parole, qui m'a fait l'honneur d'être dans mon jury de thèse et qui est un des penseurs qui moi, m'a beaucoup bousculé. C'est Bernard Manin, qui a écrit un livre qui est assez peu connu du grand public, mais que tous les étudiants en sciences politiques connaissent et qui est un grand livre, qui s'appelle « Les principes du gouvernement représentatif ». Pourquoi il a bouleversé ma pensée ? Parce qu'il fait partie de ces penseurs, il fait de la théorie du politique, il fait partie de ces penseurs qui ont interrogé l'idée même de démocratie. En réinterrogeant le mot, en disant mais finalement qu'est-ce que ça signifie le mot de démocratie ? Est-ce que nous vivons vraiment en démocratie ? Et la conclusion de son livre, spoiler pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais la conclusion de son livre c'est de dire moi je crois que le régime dans lequel on vit, c'est pas vraiment une démocratie, le mot est peut-être mal choisi, je préférais qu'on l'appelle un gouvernement représentatif. Mais je trouve ça tellement fort. Je trouve ça tellement fort d'oser réinterroger ça en disant, écoutez, si on s'interroge sur l'idée de démocratie, il faut s'interroger aussi sur le fait de savoir si nous vivons vraiment dans un régime qui peut porter ce nom-là. Et sa réponse, c'est pas sûr. Et moi, cette idée de réfléchir à comment aller vers une démocratisation de la démocratie, comment aller vers une véritable démocratie participative, ou à minima au moins une véritable démocratie délibérative, c'est la question qui me passionne. Tu es chroniqueur du lundi au jeudi. Ouais. Sur la quotidienne, tu enseignes le vendredi Tout à fait. à Sciences Po, tu es animateur tous les dimanches, le 3e dimanche du mois sur Click TV. Mm-hmm. Quand on te demande, Clément Viktorovitch, c'est quoi votre métier ? Tu réponds quoi ? C'est une bonne question. Je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais plus quoi répondre. Mon statut, c'est universitaire. Bon, universitaire, ce n'est pas un métier. Chercheur, c'est un métier. Je ne le suis plus. Parce que chercheur, c'est un métier très concret. Être chercheur, c'est passer 8 heures par jour en bibliothèque, à lire des livres, écrire des articles et aller les soumettre en colloque. Moi, c'est plus que je l'ai fait pendant 6 ans, c'est plus ce que je fais aujourd'hui. Donc, je ne suis plus chercheur. Je resterai toujours universitaire, qui pour moi est
correspond moins à un titre ou à un statut, celui de docteur, qu'à un état d'esprit et à une rigueur intellectuelle qu'on essaye de s'imposer, sans toujours y parvenir, mais au moins qu'on essaye de s'imposer. Mais au fond, moi, tel que je me vois, c'est plus comme un enseignant, comme un passeur. Moi, j'ai eu la chance, parce que c'est une chance, j'ai eu la chance de faire des longues études et de pouvoir le faire parce que mes parents m'ont permis de le faire, parce que j'ai grandi dans une famille qui était une famille ni modeste ni aisée, quelque part entre les deux, mais qui était parisienne et qui, au fond, était suffisamment aisée pour me permettre de faire mes études sans jamais avoir besoin de travailler. Et moi, j'ai enseigné à Villetaneuse et je sais à quel point ça, c'est un luxe. Donc j'ai eu la chance d'acquérir des connaissances. Et aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, en tout cas, c'est mon idéal, c'est d'essayer de les redonner, de les transmettre, d'offrir à... Voilà, moi, j'ai eu cette opportunité formidable de passer 4 ans de ma vie à étudier la rhétorique. Qui peut faire ça ? Qui peut passer 4 ans de sa vie parce qu'on est payé par l'université française pour faire sa thèse ? Qui peut se payer le luxe de passer 4 ans à bosser la rhétorique, à acquérir des connaissances ? Moi, je l'ai eu, ce luxe, et cette opportunité. Et donc, le moins que je puisse faire aujourd'hui, c'est d'essayer de le transmettre, de le faire passer à d'autres au plus large possible. J'ai une dernière question. Tout à l'heure, je n'ai pas été tout à fait honnête en disant que tu ne t'intéressais à rien qui intéressait les jeunes de ton âge quand tu étais plus jeune. Tu étais fan de Naruto. Alors j'ai une question con et je sais que tu auras une réponse intelligente à me faire. Est-ce qu'il est éloquent, Naruto ? Ouais, moi j'adore la pop culture. Les gens ne le savent pas forcément, mais en fait, moi, ma vraie culture, c'est beaucoup plus la pop culture que la culture classique. Donc évidemment, j'ai vu tous les Naruto. Naruto, est-ce qu'il est éloquent ? Je ne sais pas. Être éloquent, c'est bien parler. Bon, Naruto, il parle pas particulièrement bien, et il a un langage très parlé, très oral. En revanche, il est très convaincant. En fait, Naruto, je ne sais pas si c'est un grand orateur, puis parce que bon, mon japonais est pas au top, hein. Par contre, je sais que c'est un grand rhéteur. La caractéristique de Naruto, c'est qu'il arrive à convaincre tous les gens qui l'entourent de le rejoindre, y compris ses pires ennemis. D'ailleurs, c'est un stéréotype qui revient souvent dans les shonen. Le héros qui, finalement, plus que vaincre ses ennemis, parvient à les convaincre. C'est Sangoku qui réussit à rallier Vegeta, c'est Naruto qui réussit à rallier Pain, et même à la fin à rallier Sasuke. Et donc, pour réussir ça, il faut être extrêmement convaincant. Et comment ces héros sont-ils convaincants ? Que ce soit Naruto ou Sangoku, ils sont convaincants par leur authenticité. Ils parlent avec leur cœur, ils parlent vrai, et en parlant vrai, ils parviennent à convaincre. Et bien, ce qui est beau, et ce qui est un peu rassurant, c'est qu'on retrouve ça dans la rhétorique. En fait, c'est un mot qui court, mais il est très largement vrai. Les discours les plus convaincants sont souvent les discours les plus convaincus, c'est-à-dire les discours les plus vrais. Et ça, c'est ce qui fait que la rhétorique est une si belle discipline, et c'est aussi quelque chose de rassurant, parce que c'est l'un des garde-fous qui nous prémunissent contre la manipulation. C'est pas si simple que ça de manipuler. Il faut réussir à être vrai. Walk it like I talk it, 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 hey.